Hop. Les amis, vous voulez détruire ce genre de mythe du youtubeur qui connaît bien la randonnée et puis qui vous donne des conseils et tout, voir un petit peu les coulisses avec moi? C'est parti! Bienvenue à toutes et tous, bienvenue sur Grandeur Nature. Alors c'est vrai, mais vraiment cette année, mais qu'est-ce qu'il fout Grandeur Nature? Il en fout pas une. C'est tout à fait vrai, je vous l'accorde, c'est vrai. J'ai des grosses périodes sans vidéo. De nouveau, vous l'avez compris pour ceux qui me suivent un petit peu, ça a été une période très difficile pour moi et ça a demandé pas mal de choses dans ma vie, de décisions, de prise de direction, enfin voilà. Mais mieux vaut tard que jamais, me voilà avec vous pour vous donner quelques nouvelles sur ma préparation du TCT. Pour ceux qui n'ont pas suivi, disons, l'annonce, le TCT, c'est le Trans-Caucasian Trail, c'est un trek de longue distance qui s'étend sur l'Arménie, la Géorgie, aussi l'Azerbaïdjan, mais moi je ne vais pas le faire. Et mon but de cet été, c'est de partir tout au sud de l'Arménie, enfin à la frontière iranienne, de remonter tout le pays et puis ensuite passer sur la Géorgie pour finir vers la mer Noire, ce qui fait un périple de 1800 km. Donc c'est mon but. Au moment où je tourne cette vidéo, je pars dans un mois, le 20 juin. La dernière semaine, je ne vais pas la compter. Donc en gros, il me reste 3 semaines de préparation maximum. Et en plus, je vais devoir vous faire des vidéos à tire-larigot parce que j'aimerais que lors de mon absence, des vidéos soient publiées régulièrement quand même sur la chaîne. Et je vais vous expliquer comment va se passer mon absence et comment je vais pouvoir communiquer avec vous. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'expliquerai un petit peu comment vous pourrez me suivre au travers des différents réseaux sociaux. Et puis on va parler un petit peu maintenant de où est-ce que j'en suis finalement dans cette préparation. Est-ce que je suis prêt déjà? Est-ce que j'ai tout décidé le matériel? Qu'est-ce qu'il en est? Y a-t-il une gear list? C'est parti. Tout d'abord, la préparation physique. Est-ce que je suis prêt physiquement? La première chose que j'aimerais dire, c'est que je me sens beaucoup mieux que les autres années par rapport à mon poids. Actuellement, je fais 79 kg, donc par rapport à mon gabarit, 1,85 m, c'est chouette, c'est super chouette. Je vais perdre encore dans la randonnée. Forcément, sur 1800 km, c'est beaucoup. C'est 60 jours à 30 km jour, par exemple, si on compresse un petit peu. Ça va me prendre plus de temps, plus que 2 mois, ça c'est sûr. Parce que, je ne vais pas pouvoir faire 30 km tous les jours. 2, il va falloir que je fasse des jours off, donc je vais devoir un petit peu me calmer. Et puis, ça va rallonger. Et puis aussi, les rencontrer des tas de personnes, rester un moment avec eux, dans les villages, bouger, visiter, enfin voilà, des choses comme ça qui vont agrémenter tout le trek sans que je cherche absolument à tracer et à aller devant. C'est vraiment un voyage très ouvert. J'ai un billet aller simple, je ne connais pas ma date de retour et c'est quelque chose pour moi que j'ai tenu à faire. Effectivement, ce qui peut toujours, dans ces situations-là, rendre les choses difficiles, c'est le budget. C'est ça qui parfois peut, disons, être compliqué. J'ai un petit budget cette année, plus petit, bien plus petit que celui que j'avais sur le chemin des cols alpins. Mais c'est des pays où le coût de la vie est relativement bon marché. Malgré tout, on dépend d'infrastructures qui parfois peuvent être quand même assez chères, même dans ces pays-là. Parce qu'on est dans des lieux reculés, parce que voilà, si on a besoin d'un bus qui nous amène à la fin ou qui vient nous rechercher à la fin du trek, par exemple, puis qu'on est paumé, enfin voilà, ça s'accumule et puis forcément, ça coûte quand même de l'argent. Physiquement, donc, je me sens bien, je fais 79 kilos. Alors, juste pour vous dire, été 2020, je faisais 96 kg et demi et j'en fais 79 aujourd'hui, donc vous voyez que c'est quand même pas mal. Ça me fait encore 85, 86, ça me fait 7 kilos de moins que l'année passée sur le chemin des cols alpins. Donc c'est chouette. Là, je me sens vraiment bien, je suis fit. J'ai marché beaucoup, j'ai fait pas mal de préparation, mais de la préparation
alimentation qui était quand même assez douce. Le but, c'était de dérouler 15 km jour, en plus de la dizaine que je fais dans la journée habituellement, disons, mais de pouvoir vraiment voilà, dérouler tous les jours, tous les matins, sans faute. J'ai fait ça avec un petit sac. Maintenant, je porte un sac un peu plus lourd, de 12 kg. Et puis, je vais augmenter un petit peu, mais je ne vais pas non plus forcer parce que c'est tellement long, ces 1800 km, ça ne sert à rien que je me flingue à faire des grosses choses directement. Pourquoi? Parce que mon corps, il est quand même habitué. L'année passée, j'ai fait 900 km, j'ai encore randonné un petit peu cet hiver. Je sais que mon corps va vite retrouver, disons, ces habitudes-là. Donc, ça ne sert à rien de le fatiguer à l'avance. Je connais, disons, mes problèmes qui sont plutôt d'ordre tendon, pied droit. Je sais que c'est là, c'est quelque chose qui me suit, que je vais devoir bien contrôler, avoir un bon regard dessus sans paranoïer, mais être très attentif et surtout respecter mon corps, m'écouter, démarrer doucement. Je pense qu'avec ces recettes-là, ça ira bien et puis ça me donnera des soucis. Oui, je le sais que je vais avoir des problèmes, mais voilà, j'ai appris un petit peu l'année passée à faire avec et je souhaite continuer. Est-ce que je suis prêt pour cette randonnée? Eh ben, c'est là où je vais un peu vous casser ce mythe. Pas du tout. Pas du tout, c'est l'émeute totale. J'ai encore plein de questionnements. Je suis à un mois du départ. Normalement, par exemple, le chemin des cols alpins, j'y suis allé mais vraiment sans me poser de questions. Disons, matériellement parlant, j'ai toujours des petites questions. Il ne faut pas croire quand on vous sort une gear list que voilà, c'est super simple, évident. Les gear lists, elles sont donc la liste de matériel, le contenu du sac à dos que je publie chaque année en fonction de, voilà, chaque année il y en a une qui sort et qui évolue un peu. C'est quand même beaucoup de réflexion, de tests, de peser, de regarder, de jauger. Est-ce que plutôt ci, plutôt ça? Est-ce que ça vaut la peine d'abandonner ça par rapport au poids? Enfin, tous ces questionnements-là. Cette année, c'est assez spécial parce que, premièrement, sur 1800 km, j'ai des conditions qui vont être très, très différentes. Il y aura du désert, vraiment des températures très chaudes, dans des déserts caillouteux, sans eau, sans ombre. Donc, c'est vraiment des conditions difficiles. Ensuite, il y a des zones qui peuvent ressembler même au Jura, ici, hein, avec des forêts de hêtres et disons, de zones calcaires comme ça, vallonnées, qui ressemblent un petit peu hein, au coin ici d'ailleurs. Il y a des zones de canyon, il y a des zones de marécage, et puis il y a des zones dans le Caucase vraiment de haute montagne avec des névés, et puis le vrai problème qu'on peut avoir ici dans les Alpes par exemple. Donc tout ça, je vais le rencontrer dans un trek, simplement je n'aurai pas d'aide logistique. Ça veut dire que j'ai personne, ni mes parents, je suis célibataire, donc il n'y a personne pour m'aider depuis la maison, pour m'envoyer du matériel. Ma fille, qui a 19 ans, elle sera en Corée du Sud, donc vraiment, il n'y a personne pour m'aider, donc je vais devoir prendre tout avec moi et puis me débrouiller un petit peu après. Ça veut dire que je reste avec quand même plein de doutes, contrairement à ce que vous auriez pu et voulu peut-être entendre. Non, il n'y a rien qui est sûr et je pense que jusqu'au dernier moment, je vais un petit peu hésiter encore. Maintenant, je vais devoir vous faire ma gear list. Donc, de toute manière, moi aussi, hein, pour moi, je vais devoir trancher à un moment donné. J'ai quand même l'habitude. Ça veut dire que ces hésitations, elles pourraient être, on va dire, annulé, balayé direct en revenant sur des valeurs sûres et puis je peux partir comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a de telles différences que par exemple pour les chaussures, c'est un petit peu un casse-tête parce que j'ai ma valeur sûre, moi c'est les TX4, hein, les chaussures de randonnée, montagne et compagnie par lesquelles vraiment je jure que par ça, c'est vraiment mon top. C'est du cuir non Gore-Tex, très très beau grip avec un frein. Enfin voilà, j'en ai une revue complète hein, que vous pouvez visionner sur la chaîne. Et puis, effectivement, tout ce qui est sur le Transcaucasian Trail, il y a du désert, donc c'est
extrêmement chaud, caillouteux, ça cogne vraiment, hein, c'est méchant, il faut faire attention. Donc c'est vrai que des chaussures plus respirantes en filet, plus légères, plus respirantes, qui permettent une meilleure évacuation de la transpiration comparé au cuir qui est assez costaud, là, qui a un pare-pierre et tout, ben ça me fait de l'œil, hein, quand même. C'est sûr. Et puis il y a un autre phénomène, c'est que j'aurai énormément de torrents, de grandes rivières à traverser à gué, avec de l'eau jusqu'à la taille. Il faut porter en dessous de la tête le sac. Enfin, voilà. Et c'est des torrents assez costauds, hein, voire dangereux. Donc, on ne peut pas y aller à pieds nus, juste enlever les chaussures, puis traverser comme ça. Puis en plus, c'est parfois large, hein. Voilà, il faut avoir des chaussures quand même. Donc, on y va avec nos chaussures. Et puis ensuite, ben, ce genre de chaussures-là, pour sécher, c'est très très long après, hein. C'est un peu problématique. Même si ce n'est pas Gore-Tex, ça demande du temps de séchage. Celles-là, s'il fait beau et chaud, on va dire entre 2 et 4 heures après en marchant, elles sont sèches, puis c'est fini. Donc ça sèche super vite. Donc c'est un petit peu le questionnement. Maintenant, moi j'ai des pieds assez spéciaux, donc j'avais pris ces chaussures-là parce qu'elles sont assez larges. Et puis ici, c'est les Altra Lone Peak numéro 6, modèle numéro 6. Donc c'est une footbox qui est très large, hein, qui vraiment permet aux pieds de s'écraser bien, de prendre sa place. C'est ce que j'aime beaucoup. Maintenant, je randonne que avec ça depuis cet hiver. Tout l'hiver, j'ai fait avec ça. Enfin, depuis le printemps. Toutes mes marches, je les ai faites avec ça, mais c'est du zero drop. Apparemment, j'ai aucun problème physique avec ce zéro drop. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement qu'il y a la même hauteur entre l'avant du pied et l'arrière du pied, comparé aux chaussures de randonnée standard qui en général ont environ 8 mm entre il y a un talon, si on veut, hein. Donc le pied dedans, il descend comme ça. C'est des écoles différentes, on va dire, hein, dans l'approche. Et il paraît qu'à la longue, ben, c'est mieux d'avoir du zéro drop. Pourquoi? Ben, parce que simplement, le corps a été construit comme ça pour fonctionner comme ça. Puis le fait de surélever le talon fait que ça nous raccourcit les tendons. Et puis ça peut aussi faire d'autres soucis ultérieurement. Mais il ne faut pas se flinguer les tendons si on n'a pas l'habitude avec ce genre de chaussures, parce que ça va faire trop de traction, surtout si on fait un passage d'un coup. Maintenant, ça fait pas mal de temps que je randonne avec. J'ai toujours un peu cette crainte que malgré tout, je n'ai pas non plus fait des 30 km quotidiens, que tout à coup, ça puisse me faire un problème. Voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu une petite réticence. Je vais devoir me décider, je vous dirai comment je ferai. Si je pars avec celle-là dans le désert, je prendrai avec moi des TX4 que je garderai dans un hôtel, dans une loge à Yerevan, je pense, pour me les envoyer peut-être après en Géorgie ou faire le switch directement depuis Yerevan en fonction de ce que j'aurai choisi, de ce qui se sera passé, de mon état physique et de l'avancée et tout ça. Donc je vous tiendrai au courant, mais c'est vrai que je suis encore un peu indécis. Toujours dans le matériel, j'ai encore des questionnements. Il y a énormément de coins qui sont avec des ronces et avec vraiment du bush, donc des forêts comme du maquis si on veut, hein, non préparé, donc c'est pas tout balisé le TCT, donc on doit passer vraiment dans les branchages et tout, etc. Moi je randonne normalement avec un short et puis des chaussures basses. Et puis là, ben, se pose la question, voilà, parce que vraiment on peut être lacéré, hein, sur les jambes, les cuisses, les mollets et tout ça, en forçant dans ces trucs. Donc voilà, est-ce que je prenais des anciens shorts avec un zip, mais c'est des shorts lourds, en jeans, un peu comment dire, en tissu de rando comme ça. Puis ça, moi, ouais, on a chaud, on transpire. J'aime bien les petits shorts style Adidas et compagnie, ces shorts de course en fait, avec des petites poches quand même zippées, mais qui permettent de les laver, sécher en 15 minutes au soleil. Hop, c'est sec, on repart. Ce genre de bienfait, puis de s'aérer un petit peu aussi. Probablement, je pourrais tout à coup partir avec une paire de pantalons longs tout fins et un petit short tout fin, ce qui me permettra de changer quand vraiment je suis dans soit des météos vraiment très difficiles, soit des choses où il y a des ronces, où vraiment il faut attaquer dans la forêt.
Et aussi certaines situations où culturellement ça peut poser souci. Les shorts, c'est pas forcément très courant suivant où on arrive. Bon, déjà tout ce qui est visite de monastères, d'églises, de choses comme ça, il faut bien sûr être habillé décemment, pas comme ça en Marcel et compagnie, mais il faut vraiment arriver à voilà, respecter la culture. Ça pourrait être une première, voilà, mais je dois encore me décider, est-ce que je prends les shorts avec zip et puis des rallonges, ou qui sont lourds, le tout, ou un pantalon tout léger, et puis peut-être ça ira aussi très bien. Donc je ne suis pas prêt, je n'ai pas encore décidé différentes choses. Ensuite, d'autres doutes qui continuent à être là, c'est toujours l'appareil photo pour vous ramener des belles images. J'ai là le Sony A7 IV, c'est probablement celui que je prendrai. Ça risque d'être celui-là. Pourquoi le A7 IV, il me permet d'avoir un excellent rendu vidéo, autant que le A7S III qui est en train de vous filmer maintenant, mais d'avoir la capacité vraiment photo aussi. Donc ça, c'est très important pour moi d'avoir les deux. J'étais parti l'année passée, je vous ai ramené des images du chemin des cols alpins avec le A7C qui était super parce que c'était très compact, hein. Donc c'était un appareil très léger, enfin très léger, plein format, mais c'est super petit, donc c'était très pratique. Maintenant, c'est clair que la stabilisation était vraiment pauvre, j'ai trouvé, voilà. La qualité d'image était bonne, mais la stabilisation était très pauvre. J'aurais voulu monter d'un cran, mais voilà, ça donne tout de suite un autre calibre. Ensuite, il y a une autre chose. L'année passée, j'étais parti avec un petit objectif 24 mm qui ouvre quand même à 2.8, mais c'est comment on va dire, c'est un pancake, donc c'est une certaine taille de verre, de lentilles. C'est fait pour du plein format, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est pas non plus une qualité comme celui-là, le G 20 mm de chez Sony, qui lui a vraiment une qualité d'image exceptionnelle, mais le tout, ici on est au kilo, avec le micro en plus, ça fera 1,2 kg, des choses comme ça. Ça change beaucoup et c'est presque le double du poids, pas tout à fait parce que c'était 800 et voilà, je vous mettrai quelques chiffres, mais voilà. Sur la bretelle, ça pèse, ça tire, je le sais, je l'ai testé, mais voilà, c'est peut-être le prix à payer pour vous ramener de meilleurs reportages, des photos et voilà. Tout ça, c'est des choses hein, auxquelles il faut penser. Ensuite, je vous dirai bien sûr, hein, la gearlist, elle va sortir, c'est imminent. Là, en gros, il faut qu'en une semaine, dans une semaine, il faut que j'ai décidé, que je sache vraiment où j'en suis, c'est important. Un autre questionnement, c'est qu'on trouve très difficilement les cartouches de gaz en Arménie, en Géorgie, parce que c'est très reculé, hein. Il y a des petits villages avec des petites épiceries où déjà j'aurais de la peine à trouver des choses à manger, disons un peu variées. Donc le problème du réchaud, du gaz, c'est vite compliqué. C'est vrai que j'aurais pu partir stoveless, sans aucun réchaud, faire que des choses froides et puis des choses par trempage. L'alcool, les réchauds à alcool fonctionnent bien. Alors moi j'ai un petit aux comme ça, et puis simplement, normalement ça nécessite un petit surélèvement, hein, comme ça, c'est un petit truc qui se monte là en 3 parties, de la popote pour que la flamme puisse bien ne pas être étouffée, bien sûr, sinon on éteint le réchaud. Ce genre de choses, moi j'aime pas trop dans mon sac à dos parce que ça fait des pointes puis ça va me lacérer des choses, donc je vais pas prendre ce surélèvement là. Et puis ce que peut-être je vais faire, c'est partir avec mon petit réchaud BRS et celui-là, et puis j'achèterai une grosse cartouche, enfin une 230 grammes à Yerevan que je devrais pouvoir trouver. Et puis ensuite, ben voilà, j'irai au maximum avec ça. Et puis, j'ai un petit réchaud alcool 20 grammes. Parce que ça, l'alcool, on le trouve, l'alcool à brûler, on le trouve facilement dans les pharmacies. Voilà, c'est plus facile, disons, à se fournir. Mais voilà, de nouveau, c'est des doubles emplois, mais c'est des contextes, on va dire, assez spéciaux quand même. Donc, c'est vrai que la question est pas plus mal.
Toujours l'hésitation entre la tente. Est-ce que je pars avec ma fidèle duplex camouflage 2 places de chez Zipax ou est-ce que je pars avec cette Plex Solo qui est une nouvelle tente de chez Zipax, non camouflage, donc elle est beaucoup moins discrète en forêt. Elle prend moins de place, ça pèse 400 grammes, c'est redoutable, ça fera 500 grammes avec les sardines et son petit sac. Donc en plus ça prend un peu moins de place que la duplex, hein, c'est vraiment cool. C'est une tente une personne, mais qui a quand même pas mal de place. On peut prendre le sac à l'intérieur et voir même les chaussures si vraiment dehors c'est la catastrophe. Il y a une seule abside à la place de deux. C'est toujours des questionnements. J'ai pas pu encore assez, à mon avis, l'utiliser parce qu'il faudrait que je fasse encore plus de nuit, mais je vais probablement pas y arriver. Pour des histoires de temps, parce que j'ai pas mal de choses à préparer ici. Je pars 3 mois en gros, hein, puis comme je l'ai dit, je suis célibataire, je dois tout, moi, m'arranger pour que tout se fasse ici pendant mon absence. J'ai dû organiser de l'arrosage pour mes plantes, pour nourrir le chat, pour s'occuper de la baraque, enfin voilà, et puis tout ce qui est paiement en avance, voilà, tout ce genre de choses logistiques. Doit être préparé à l'avance pour pas avoir des problèmes quand je reviens. Voilà, donc même ça, je sais pas. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Je vais vous dire après, mais j'ai jamais été aussi peu préparé de ma vie pour une randonnée, à part il y a beaucoup d'années de cela, mais j'en parle un petit coup après. Ensuite, une autre chose pour laquelle je m'étais posé la question, c'est que j'avais commandé un drone, le DJI Mini 2. Je pensais partir avec un drone pour vous ramener des images différentes, avoir d'autres choses. C'était de nouveau un gros investissement. En plus, au moment où je l'ai commandé, est arrivée l'annonce du Mini 3 Pro. Du coup, j'ai tout renvoyé. En fait, il est arrivé, bon, je l'ai renvoyé directement, demandé remboursement parce que, bon, premièrement, c'est mieux financièrement pour moi quand même. Et puis, deuxièmement, vu qu'il y avait le Mini 3 Pro qui vraiment a on va dire un niveau supérieur au Mini 2, j'ai dit, bon, ok, tant pis, voilà, c'est pas pour cette fois, ce sera pour une autre fois. Mais en plus, ça rajoutait presque 800 grammes hein, avec les piles et tout, etc. 600. Donc, voilà, je préférais, voilà, j'irai comme ça. Tant pis, mais je vous ferai des belles images, je vous promets. J'irai au sommet des montagnes pour avoir des vues aériennes pour vous. Une autre chose, j'hésitais par rapport à une balise, donc une balise de secours type InReach Mini de chez Garmin qui permet un suivi GPS de la part des proches, ça c'est une chose, et qui permet de demander un appel de secours. Quelqu'un de Cher m'avait dit à l'époque mais t'es pas tout seul, donc parce que j'avais toujours ce discours de dire bon, mais voilà, bon, tu vois, moi je suis solo, je m'en fous un peu, balise, quand je vais seul dans les Alpes et tout ça. Puis cette personne m'avait répondu, mais voilà, t'es pas ou plus tout seul, donc voilà. Mais malgré tout, je vais continuer comme ça parce que je reste seul malgré tout et je vais aller sans balise. De toute manière, en plus, dans ces contrées-là, c'est tellement reculé que ces balises, elles sont reliées à des centrales de détresse internationales qui contactent les centrales nationales de détresse, qui contactent les centrales régionales pour qu'une équipe puisse finalement aller sur place vous retrouver. Mais on n'est pas dans les Alpes, donc ce n'est pas le PGHM et ni la Rega suisse qui va venir pour vous. Donc c'est vraiment avec les moyens du bord, les gars, ils vont arriver à pied, quoi. Il n'y a pas toujours des accès hélicoptères, ni les moyens. Enfin, voilà, donc si c'est fini, ben c'est fini. Voilà, c'est un petit peu le truc. Je pense aussi que de toute manière, j'ai toujours été prudent. Ma foi, j'ai fait comme ça jusqu'à maintenant. J'ai aujourd'hui 48 ans. Je vais partir sans balise et puis on verra bien ce qui se passe. Et puis ensuite, émotionnellement, est-ce que je suis prêt? Alors, je pense pas complètement, non, pas complètement. J'ai vécu des choses très difficiles dans ma vie ces dernières années, ces derniers temps, ces dernières semaines.
C'est compliqué pour moi. Je me bats, j'ai traversé voilà, des choses de cœur très dures, difficiles. Et ça veut dire que j'ai émotionnellement un petit peu de la peine à me passer. Hein. D'habitude, vous me connaissez, voilà, puf, paf, pouf, on y va et tout. Mais voilà, je suis un humain et puis je suis authentique avec vous aussi, donc je vous partage différentes choses. C'est important, hein, la préparation mentale sur un trek. Donc c'est vrai que je ne suis pas dans la meilleure des formes, on va dire. Je me réjouis énormément. J'ai tout ça hein, qui m'attend. Mais voilà, il faut que je fasse attention pour bien me blinder. Ce qui va se passer surtout, je me connais, c'est qu'à un moment donné, l'échéance va se rapprocher. Je vais aller m'asseoir au bord du Creux du Vent, dans mon coin là-bas, vers la falaise de 300 mètres en nature, dans vraiment ce lieu spirituel fort qui m'amène une chier. Et puis là, je vais prendre mon temps et puis m'engager. Ça veut dire le self-commitment, euh, le fait de s'engager soi-même, hein, face à soi-même, sur un projet, sur quelque chose. J'ai cette capacité, je le sais. J'ai des capacités de décision et d'aller en avant qui sont fortes une fois que la décision est prise et que vraiment je m'engage. C'est juste que voilà, je suis dans une zone flottante encore et puis je dois régler encore, déposer des choses ici. Donc c'est très très important pour moi c'est un processus qui se fait et puis je partirai dans l'état dans lequel je partirai, mais je vais y arriver et puis je vais m'engager moi-même. C'est sûr que si je regarde un petit peu, on va dire comment dire, tout le parcours de cette chaîne YouTube, j'ai jamais été autant peu préparé pour une chose autant importante que cette fois-ci. Pour comparer, si on veut, je pense que j'ai voulu à quelque part ça. Il y a, oui, le contexte émotionnel et amoureux que j'ai eu ces derniers temps qui a été dur, mais il y a toute une volonté de retrouver ce goût et cette sensation que j'ai eue dans mes premiers voyages quand j'avais 20 berges, 22 ans et que j'étais parti dans l'Himalaya. Alors là, j'étais complètement insouciant, hein, ça c'est sûr, j'avais aucune idée, aucune idée. J'aimais l'aventure, j'étais un gars de la forêt ici, si on veut, hein, je connaissais bien mon milieu et tout, mais par contre, l'Himalaya, les voyages, c'était mes premiers voyages, et puis je suis parti longtemps, des mois, sans préparation, sans carte, sans GPS, sans smartphone, sans météo, on n'avait rien, rien du tout. J'avais des cartes, mais des vieilles cartes qui n'étaient pas précises. Et puis de toute façon, je sortais des zones touristiques, même des zones de visa au Népal. Donc j'étais illégal dans certaines zones. Enfin bref, c'était un truc de folie. J'étais fou, complètement inconscient, mais sans peur. Et puis le fait d'avancer dans nos vies avec l'âge, eh ben, on se rend compte de plus en plus des dangers, des choses comme ça, parce on a souffert, on a vu des choses et tout, etc. Et puis c'est vrai que ça peut cristalliser des peurs. Hein. Plus on avance, plus on va se mettre un petit peu des questionnements. On va se dire, ouais, mais attention, mais si, mais ça. Et là, en fait, ce que je tente de faire, c'est d'avoir un lâcher-prise complet, de vraiment m'en remettre à la vie. C'est assez flippant quand on a 48 ans de faire ça parce que on perd tous les repères. Ça veut dire tout ce qui est, par exemple, ce que je cherche à enseigner, même de bien préparer ces randonnées, des choses comme ça. Mais là, on a une tellement longue randonnée, si on veut, que c'est ce que je disais aussi, de toute façon, même pour des treks style le GR5, la traversée des Alpes, pour le chemin d'école alpin, des choses comme ça, de 600, 800 km. De toute façon, on ne peut pas vraiment préparer, il faut vivre au jour le jour. Il y a un moment où il faut lâcher prise, mais là, je fais fort. Je fais fort, je sais globalement où je vais, globalement les régions, les zones, les choses comme ça, mais
Le reste, je prépare rien en fait. J'ai pas regardé les villes, j'ai pas regardé les points de ravitaillement. Je sais pas, je sais pas. J'ai rien préparé quoi. J'ai quelques infos de la part du TCTA, donc l'association qui a créé le Trans-Caucasian Trail. J'ai une trace GPS. Et puis ensuite, j'ai un smartphone avec la carto qui est préchargée hors ligne, donc hein, ça je l'ai, donc ça joue. Mais c'est à peu près tout. Et puis maintenant, ben, ce que je fais, c'est que j'apprends quelques mots d'arménien pour demander un petit peu mon chemin, des choses comme ça. Mais ce sera une aventure complète. Et puis ça risque d'être assez chaud. Il y a plein d'inconnus, il y a les ours. Enfin, je veux dire, il y a quand même pas mal de trucs assez costauds et puis je me réjouis de voir ce que ça va. Je m'en remets complètement à la vie, à l'univers pour ça. Je me laisse aller, je laisse venir à moi, je laisse venir à moi les gens, les rencontres, tout ce qui peut venir dans ma vie. Je serai complètement ouvert à ça. Je ne chercherai pas forcément la solitude comme je l'ai eu fait. Je pense que ce sera aussi plus sain parce que je serai dans un milieu très dur, probablement trop dur parfois pour être tout le temps en solo. Je ne parle pas forcément que je souhaite absolument randonner avec quelqu'un, mais je parle d'aller vers les gens et la rencontre. Il y a des villageois, il y a des gens, des locaux en fait qui me permettra d'échanger des choses, même s'ils ne parlent pas anglais, et puis moi je ne parle pas arménien, mais comme à l'époque justement, de retrouver ce sens profond des partages, et je m'en réjouis, mais vraiment comme un fou de ça. Ça va être vraiment quelque chose de fou, de fou, de fou, de fou. Par rapport au partage que je vais pouvoir faire avec vous, je vais essayer de trouver un compromis par rapport au problème des batteries, parce que je serai dans des lieux très reculés. Pour pouvoir quand même vous faire un peu des posts, il y a Instagram, donc rejoignez-moi sur l'Instagram Grandeur Nature, ça c'est une première chose. Et puis deuxièmement, je vais essayer de quand même publier en tout cas des shorts ou des petites vidéos tournées au smartphone, pas des gros montages, des choses compliquées, mais sur YouTube quand même un petit peu plus que ce que je faisais, par exemple, l'été passé, où j'avais rien publié du tout sur YouTube. Hein. Enfin, oui, il y avait des vidéos qui venaient, mais c'était des vidéos qui étaient préchargées, préparées à l'avance. Mais disons, du chemin lui-même, j'avais rien publié directement. Donc là, je vais essayer un petit peu de vous faire vivre encore un peu mieux peut-être cette aventure-là, parce que ça va être assez chaud. Et voilà, si je peux le faire, je le ferai. Maintenant, il y aura forcément des moments où il n'y aura pas de réseau et puis où je devrais faire très attention parce que comme c'est pas balisé, en tout cas pas partout, et puis que même parfois il n'y a pas de chemin du tout, qu'on est vraiment dans des lieux où pendant plus d'une semaine, on doit y aller avec notre propre orientation. Là, c'est sûr que je ne vais pas commencer à bouffer mes batteries puis être parce que si j'ai plus rien, alors j'ai plus rien, c'est terminé. Je suis au milieu de nulle part et puis salut. Si quelqu'un veut reprendre la chaîne YouTube, vous me dites. Voilà un YouTuber, randonneur, grandeur nature qui n'est donc pas tout à fait prêt hein, pour ce départ, mais qui part quand même avec un billet one way et puis vive l'aventure. Sur ce, prochaine vidéo tout bientôt avec la gear list et puis encore 2-3 infos et puis des trucs et astuces et puis je vous préparerai aussi quelques petites vidéos autant que je peux avant mon départ pour que vous ayez régulièrement quand même des vidéos lors de mon absence. Les amis, j'espère que vous serez mieux préparés que moi. Et puis, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de ma super préparation. Et puis, où c'est que vous allez cet été? Qu'est-ce qui se passe pour vous, si tout va bien? Dans les commentaires en dessous. Abonnez-vous, mettez le petit like s'il vous plaît. Ça soutient un petit peu la chaîne. Allez tout le monde, à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.